Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va nous permettre de parler d'une maladie très mal connue qu'on appelle les troubles bipolaires. On appelait ça autrefois la maniaco-dépression. C'est une maladie qui touche entre 1,5 et 3% de la population française, garçons comme filles, et dans tous les milieux sociaux. Et je vais donc vous raconter l'histoire d'une bipolaire qui s'appelle Marie Alvéry et qui a publié il y a quelques années chez Payot un livre sur sa maladie, J'ai choisi de vivre. Et bien entendu, elle nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Marie Alvéry. Bonjour. Alors votre histoire, Marie, a un intérêt, c'est qu'elle se termine bien, puisqu'après plus de 20 ans de crise qui s'enchaînent, vous êtes arrivé à la stabilité, vous gérez votre maladie. Tous les bipolaires n'y arrivent pas et votre histoire pourra être un phare pour eux. Voici cette histoire, je l'ai écrite avec Thomas Audouard, la réalisation est signée Céline Lebras. 14h, 15h, On de la raconte sur Europe 1. Je ne sais pas ce que vous savez sur cette maladie, les troubles bipolaires. Mais si comme tout un tas de gens, vous pensez que c'est un truc à la mode, si vous pensez que Robert est bipolaire parce qu'il est grognon le matin et absolument délicieux le soir, alors vous vous trompez lourdement. L'Organisation mondiale de la santé considère que les troubles bipolaires sont l'une des 10 maladies les plus handicapantes qui existent. C'est une vraie maladie, c'est une putain de maladie qui fracasse des vies prometteuses, qui réduit en poudre des rêves. Les bipolaires vivent 20 ans de moins que les autres Français. Ils ont 30 fois plus de risques de se suicider. Mais on peut vivre avec. C'est long, mais on peut se stabiliser. Et c'est l'histoire de Marie qui ressemble à tant d'autres. Marie grandit en Limousin, petite dernière d'une famille bourgeoise et protestante de 4 enfants. Alors quand est-ce que ça a commencé pour elle? Le problème avec cette maladie, c'est qu'on met des années avant de lui coller un nom. Bipolaire. Le vrai début, les premiers signes. Est-ce que ça n'était pas quand elle était toute petite? Quand elle avait 5, 6 ans, par là? Le soir, elle avait un mal fou à dormir. Elle ritualisait tous ses couchers. Elle faisait le tour de sa chambre. Elle vérifiait que tout était en place. Elle embrassait ses poupées une par une, en se disant « Si je ne le fais pas, je vais mourir dans la nuit ». Ce sont des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et après, impossible de fermer l'œil. Et sa mère a fini par lui coller des somnifères d'adultes. Oui, à une petite fille. Sa première dépression, c'est quand elle avait 20 ans. Elle était étudiante à Poitiers. Ça a duré des mois, colère, chagrin, détresse, solitude, un long trou noir. Et un premier rendez-vous avec un psychiatre et la première prise combinée d'un antidépresseur et d'un anxiolytique. Pendant ce temps-là, évidemment, Marie ne va pas en cours et l'année scolaire est plantée. Mais bon, elle se rattrape. Un BTS la remet en piste. Et la voilà parisienne, qui travaille, qui va en roller du boulot à la maison, des mecs par-ci par-là, jamais les mêmes, des voyages, la fête. Et puis, quand arrive l'hiver, un grand coup de frein, des flottements, des doutes, la dépression est de retour. Qu'elle soigne comme elle peut, à coups d'auriculothérapie ou d'acupuncture. Mais bon, globalement, ça va encore. Et sa première crise maniaque, alors, ça, c'était peut-être quand elle avait 22 ans, quand elle sortait avec Guillaume, le frère de sa meilleure amie Blandine. Guillaume était très proche de sa sœur, et Blandine a fini par considérer que Marie était une voleuse de frères. Marie s'est retrouvée en rivalité avec sa copine. Et à partir de là, c'est monté comme ça, une fureur de lion, une excitation, un truc bizarre, comme un puissant mal-être, mais dans le bonheur. Jusqu'à se sentir étrangère à elle-même. Alors elle ne met pas des mots là-dessus, mais c'est ce qu'on appelle une crise maniaque, qui est très caractéristique de la maladie bipolaire. C'est elle qui demande à aller à l'hôpital psychiatrique. « Maman, je suis pas bien, maman, je veux aller à l'hôpital. » Mais qu'est-ce que c'est que cette lubie encore? Je me sens pas bien. J'ai vraiment besoin d'aller à l'hôpital.
3 semaines de psychotropes, des doses de cheval, mais à la fin, pas de diagnostic. À la sortie, pas d'explication. Et derrière, logique, l'autre côté du pôle, la dépression. Au total, ça fait 1 année entière en vrac. Et pendant ce temps-là, elle n'a pas pu présenter les oraux de son DEA de Sciences Po, évidemment. Mais elle a de la chance. Guillaume ne l'a pas lâchée. Elle va se marier avec lui. Ils vont avoir un petit garçon, Pierre. Et ça va durer 8 ans comme ça. 8 ans de répit. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une bipolaire, Marie Alvéry, qui est parvenue à gérer sa maladie, à la stabiliser. Elle raconte son histoire dans un livre, J'ai choisi la vie, paru en 2013 aux éditions Payot. Et bien entendu, vous la retrouverez tout à l'heure pour le débrief. Jusqu'ici, je vous ai raconté les premiers signes, toute petite, les tocs et les insomnies. Et puis la première dépression et la première crise maniaque, le premier séjour de 3 semaines en hôpital psychiatrique d'où elle ressort sans diagnostic. Elle se marie, elle a un petit garçon et pendant 8 ans, elle reste à peu près stable. Et ça dure comme ça jusqu'à ses 30 ans. Et à 30 ans, Marie vit un traumatisme majeur. Le petit Pierre a 2 ans et elle tombe enceinte d'une petite fille. Mais à 7 mois et demi de grossesse, une échographie révèle des lésions au cerveau du bébé. Alors, avortement thérapeutique. Et un avortement thérapeutique à 7 mois et demi, c'est un accouchement. Marie accouche d'un bébé mort-né. On me l'a mis dans les bras, le corps enveloppé d'une feuille de papier, avant de me le reprendre pour toujours. Et puis 4 mois après, elle est à nouveau enceinte, et naît Chloé. Et c'est à peu près quand Chloé a 1 an que ça recommence à dégoiser. Ça commence pendant des vacances, en Andalousie, dans les jardins du palais de l'Alhambra. Chérie ? Chérie, tu as vu Pierre ? Pierre ? Mais Pierre, il n'est pas avec moi. Il n'est pas avec toi ? Pierre ! Pierre ! Pierre a disparu. Ils ont perdu Pierre. Ils le retrouvent quelques heures plus tard à la voiture, mais pour Marie, cette terreur a été comme un choc émotionnel. Tellurique, une montée d'angoisse. Et à partir de là, elle perd le sommeil, et une excitation maladive s'empare d'elle. Une spirale de grandeur et de puissance. Et à 1 heure du décollage de son avion, elle n'a pas fait la valise. Ils ont l'avion par miracle. Arrivée à Paris, Marie se met à fumer comme un pompier. Un soir, elle invite des amis à dîner et elle parle, et elle fume, et elle oublie de les faire passer à table et ils repartent sans manger. Et un matin, elle fait un truc incroyable. Elle fabrique un faire-part de naissance pour son bébé mort. Mort 2 ans plus tôt. Ça n'a pas de sens. Et elle le colle dans l'album de famille. Délire. Et après, elle va au cimetière de Thiers, dans le Val-de-Marne, au carré des Anges, là où sont enterrés les bébés morts-nés, dont sa petite fille. Et elle cherche une tombe, il n'y en a pas bien sûr, c'est une fosse commune. Et elle se met à pleurer. Et ça finit à l'hôpital, en banlieue parisienne. Elle y passe 3 semaines. Mais malheureusement, les psychiatres ne voient pas qu'elle sort d'une crise maniaque. Ils ne voient que la dépression. C'est une maladie qui se dissimule bien, figurez-vous. Donc, ils ne voient qu'une dépression nerveuse. Et ils la laissent ressortir, mal soignée. Et 1 an plus tard, rechute, nouvelle crise maniaque. 3 ans pile après la mort du bébé. Comme si le choc traumatique devait revenir à chaque date anniversaire. Alors qu'est-ce que c'est, une crise maniaque ? C'est un moment d'excitation extrême qui dure des semaines, sans sommeil ou si peu,
un moment de confiance en soi démesuré. Pour tout dire, un moment agréable. Voilà comment Marie raconte la chose, de l'intérieur. Je me sens bien et forte. La peur, le danger n'existe pas. Il y a un certain plaisir à n'avoir peur de rien ni de personne. Mais oui, les périodes maniaques sont au début du moins agréables, pleines de projets. Comme le monde est excitant, tout à coup. Les gens autour, le mari, les collègues, les amis, voient parfois qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais pas tout le temps. Les bipolaires en crise maniaque sont 1. Dans le déni, 2. Des embrouilleurs. Ils sont normaux, tout va bien, et ils embrouillent beaucoup de monde. Et là, ça se termine à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Et là, il lui revient une scène qu'elle avait totalement enfouie et qui date de sa première crise il y a 7 ans. Un soir, elle traînait dans Paris avec cette excitation caractéristique. Elle était à la recherche d'une nuit qui ne s'arrête jamais. Elle avait bu, elle a poussé la porte d'un bar louche. Elle ne se sentait pas en danger. En phase maniaque, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Elle est tombée sur des mauvais garçons. Ils l'ont fait boire. Et ce qu'elle réalise maintenant, 7 ans après, c'est qu'ils l'ont violée. Elle avait enfoui ça depuis sa première crise. La phase maniaque est un no man's land qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Et c'est à l'occasion de cette nouvelle crise, 7 ans après, qu'un médecin pose enfin le diagnostic. Il commence par lui poser une rafale de 25 questions. Est-ce que vous tombez fréquemment amoureuse? Est-ce que vous avez parfois très envie de comportements risqués ou scandaleux? Est-ce que vous avez tendance à exploser et ensuite à vous en vouloir? Marie coche une à une les cases de son questionnaire. Vous êtes bipolaire, Marie. Les variations de votre humeur sont cycliques. Et donc il vous faut un traitement de fond qu'on appelle un thymorégulateur. Alors vous allez commencer par vous reposer, et ensuite vous allez prendre votre nouveau traitement, et voilà. D'accord? Et c'est vrai qu'elle ressent une immense fatigue. Sa crise maniaque l'a épuisée. Elle a offert un spectacle affligeant à ses enfants. Elle est vidée. Europe 1. On de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une bipolaire qui s'appelle Marie Alvéry et qui, après des crises à répétition, est parvenue à gérer sa maladie et à se stabiliser. Elle raconte son histoire dans un livre, J'ai choisi la vie, paru en 2013 aux éditions Payot. Et bien entendu, elle sera là tout à l'heure pour le débrief. Nous en étions au moment où, après plusieurs crises maniaques et plusieurs dépressions, Marie est enfin diagnostiquée. Elle est bipolaire, on disait autrefois maniaco-dépressive. Et là, se pose la question, est-ce que vous avez des antécédents dans votre famille? Parce que c'est souvent une maladie dont on hérite. Elle ne sait pas. Alors elle se renseigne. Et elle découvre une arrière-grand-mère paternelle qui s'est suicidée un jour de Noël. Et une grand-mère maternelle qui était neurasthénique, comme on disait autrefois. Et plus tard, elle découvrira quelque chose qu'on avait oublié de lui dire. Un oncle et des cousins du côté paternel qui ont souffert comme elle de troubles bipolaires. Au début, Marie prend un traitement, un anti-épileptique, qui a pour effet de stabiliser son humeur. Mais ça lui donne des boutons, alors elle arrête. Le psychiatre lui prescrit alors du lithium, c'est le traitement classique de la maladie. Mais il la prévient, ça abîme les reins. Vieux, ça peut se terminer par une dialyse. Alors elle refuse, elle s'en passera. Mais 6 mois plus tard, après une alerte, elle est obligée de s'y plier. Et puis elle arrête et elle reprend. En 20 ans, Marie va vivre 7 crises, qui commencent toujours par une phase maniaque. J'ai des discussions sans fin avec des gens dans la rue. Je cherche les plus simples, souvent les plus paumés. Je drague allègrement le brocanteur du coin, j'invite la fleuriste à venir chez moi, j'achète de la déco autant pour faire plaisir aux commerçants que pour rendre mon monde plus beau. Pendant les phases maniaques, elle dépense sans compter. Ça aussi, c'est caractéristique. Les achats compulsifs.
Elle est aussi terrible avec son entourage, son mari et ses enfants. Un jour, elle dit à Pierre qui a 12 ans, « On va divorcer avec papa. Il va falloir choisir entre lui et moi. Et lui, entre nous, il est dangereux. Il fait partie d'un groupuscule d'extrême droite. Et puis, il a une double vie. Ah, tu ne le sais pas, ça. Il a une double vie avec une Hollandaise. » Rien de tout ça n'est vrai, bien sûr. Imaginez la tête du gamin qui part en courant. Et souvent, pendant les crises, elle affronte son mari. Elle considère qu'il est nocif. Elle ne veut plus le voir. Marie écrit, « Guillaume aurait pu partir 1000 fois. J'aurais compris. Mais il est resté. » Et entre nous, c'est un miracle, d'autant qu'à chaque fois, quand il faut l'hospitaliser, c'est une galère. Elle refuse, il faut se battre. Et quand elle entre enfin à l'hôpital, pour son mari et pour ses enfants, ouf, pause. Elle y reste 1 semaine, 3 semaines, jusqu'à 2 mois et demi, assommée par les psychotiques. Et puis elle sort. Et là, à chaque fois, elle découvre un champ de ruines. Par exemple, à chaque crise, elle perd un peu plus d'amis. Les amis, Marie le raconte, c'est compliqué. La plupart du temps, ils ne voient pas. Ils disent « Oui, j'ai bien vu, hein, tu as eu une mauvaise passe. » Ils ne voient pas la maladie. Ils ne la connaissent pas, ils ne la comprennent pas, alors ils s'éloignent. Les bipolaires perdent beaucoup d'amis en cours de route. Et le travail alors ? Où ça, c'est un sujet sensible. Marie était commerciale, jusqu'à ce qu'elle soit diagnostiquée. Elle raconte qu'il lui est arrivé une fois de péter les plombs en plein travail. Est-ce qu'il faut dire à son patron qu'on est bipolaire ? Marie répond, « Dans une société méconnaissant le trouble bipolaire, il me semble plus sage de ne pas afficher sa particularité. Ceux qui l'ont fait autour de moi se sont fait licencier, certains sur le champ. » Marie, finalement, a trouvé un équilibre dans une activité en freelance, à la maison, à son rythme, et pour l'instant ça tient. Et puis, il y a le poids. À chaque crise, Marie prend du poids. C'est écrit en tête des effets négatifs sur la notice de la plupart des médicaments destinés à réguler l'humeur. Abilify, Theralite, Depakote, c'est écrit prise de poids. Marie écrit, entre prise de poids et l'hôpital, je préfère encore la prise de poids. Et puis enfin, il y a le cerveau qui s'abîme. Marie le dit, je ressens physiquement que mon cerveau est affecté et modifié par mes emportements et qu'à chaque pétage de plomb, je détruis quelques cellules supplémentaires. Et la sensibilité aussi change. Je fuis la télévision et notamment les informations. Je ne supporte plus une image de guerre ou des combats. Je regarde avec parcimonie les films sensibles. Certains me hantent plusieurs jours. Voilà ce que c'est qu'une vie de bipolaire. Une galère mal comprise par les autres. Mais on peut arriver à une forme de stabilité. Marie y est arrivée. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une bipolaire qui s'appelle Marie Alvéry et qui a choisi de raconter son histoire dans un livre « J'ai choisi la vie » paru en 2013 aux éditions Payot. Elle sera là dans un instant pour le débrief. Entre ses 22 ans et ses 42 ans, soit 20 années, Marie traverse 7 crises bipolaires. Des épisodes maniaques ravageurs suivis de dépressions terribles. Il lui a fallu 9 ans pour être diagnostiquée et longtemps pour accepter un traitement qui stabilise son humeur. Et en conjuguant un suivi psychiatrique et une psychanalyse, elle est parvenue à se stabiliser. Et là, accrochez-vous, parce qu'on tombe dans l'affrontement éternel entre ceux qui soignent l'âme et ceux qui soignent le corps. Marie le raconte très bien. Mon psychiatre m'a déconseillé de faire une psychanalyse et mon analyste a oublié de me conseiller de voir un psychiatre. Mieux, en 15 ans de psychanalyse freudienne, mon analyste n'a pas prononcé une seule fois le mot de bipolaire. Et pourtant, le psychanalyste était psychiatre de formation. Mais il ne croyait
qu'en la thérapie de la parole. Ce qui a sauvé Marie, c'est d'avoir les deux. À la fois un médecin de l'âme et un médecin du corps. Elle écrit « J'ai confiance en chacun d'eux ». C'est notamment en tenant ces deux bouts que Marie est parvenue à la stabilité. Et par une hygiène de vie aussi, qui commence par la nourriture. J'accorde un maximum de temps à la préparation de repas sains et équilibrés, colorés et variés. Mais il y a aussi l'activité physique, promener le chien, faire du sport, du roller, de la course à pied, du vélo. Je profite de ces instants d'endurance pour respirer profondément et m'exposer à la lumière extérieure. Elle fait de la méditation aussi, Marie. Un programme de pleine conscience. J'ai l'espoir, en musclant mon attention quotidiennement, de récupérer le bon fonctionnement de mon processus mental. Et c'est comme ça, petit à petit, abîmée par 20 années de crise, que Marie se stabilise. Le livre qu'elle a écrit et sur lequel je me suis appuyé pour vous raconter son histoire l'a beaucoup aidé, bien sûr. Il se termine par un hommage à son mari, Guillaume. C'est le grand prince de cette histoire. Je ne veux pas en faire un héros, je suis trop insoumise pour le cristalliser dans le sucre de l'idéalisation. Mais je lui suis reconnaissante. Et puis par un hommage à ses enfants, Pierre et Chloé. Ils sont les héritiers d'une histoire tellement particulière. Je leur fais confiance pour que la vie reprenne le dessus sur les blessures, sur les incompréhensions et peut-être sur les ressentiments. Europe 1, On de la raconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'une jeune femme qui est en face de moi, qui s'appelle Marie Alvéry, touchée par une maladie très invalidante qui s'appelle les troubles bipolaires, qu'on appelait autrefois la maniaco-dépression. Une histoire que vous avez racontée, Marie, dans un livre paru il y a quelques années, en 2013 chez Payot. J'ai choisi la vie. Pendant 22 ans, vous avez enchaîné les épisodes maniaques et les dépressions, et il vous a fallu longtemps avant d'être diagnostiqué bipolaire. Et ça, je trouve ça bien intéressant. On voit que vous faites plusieurs crises. Alors quand vous les racontez, vous, à rebours, vous les racontez comme étant très caractéristiques de la maladie qui est la vôtre. Et on se demande quand même comment le psychiatre que vous voyez pour la première fois, et les psychiatres qui ont suivi, puisque vous êtes hospitalisé, ne vous diagnostiquent pas. Alors, est-ce que c'était parce que c'était il y a 20 ans ? Alors, d'une part, c'était parce que c'était il y a 20 ans, c'est sûr, et que la maniaco-dépression ou la maladie bipolaire était beaucoup moins connue. Pas des psychiatres quand même. Si, des psychiatres aussi, des psychiatres. Et puis avant d'arriver chez un psychiatre, on passe chez un médecin généraliste. Enfin bon, je veux dire, il y a aussi un circuit avant d'arriver chez le psychiatre. Et donc la chaîne était mal informée. Oui. Voilà, complètement mal informée. Et puis même, moi, ma première hospitalisation à 20 ans, j'ai été en service psychiatrique à l'hôpital Richaud à Versailles. Vous restez 3 semaines, c'est ça ? Je reste 3 semaines. Vous sortez d'une crise maniaque, vous arrivez au moment où vous êtes en train d'attaquer une dépression ? J'arrive en crise maniaque, on me donne des médicaments pour arrêter la crise, etc. Mais j'en parle parce qu'on m'a jamais diagnostiqué bipolaire à ce moment-là, jamais. On m'a fait repartir avec un traitement de cheval qui m'a généré une dépression pendant 1 an, ça a été horrible. Et les antidépresseurs, en vous boostant ? Alors l'année d'après, antidépresseurs au lieu de médicaments pour stopper une autre crise maniaque, et donc l'antidépresseur c'est un petit peu chimique et ça mécanique. Ça fait flamber quoi. Ouais, ça fait repartir. Ça c'est intéressant quand même parce que ça veut dire que si par erreur on croit que quelqu'un ne fait qu'une dépression, qu'on le bourre d'antidépresseurs, en plus on les garde longtemps, les antidépresseurs, on va vous dire gardez-les 1 an, peuvent déclencher une phase maniaque derrière parce que vous êtes trop en forme, quoi. Ouais. Les antidépresseurs peuvent déclencher une phase maniaque chez les personnes bipolaires.
pas, évidemment pas chez les troubles unipolaires, dépressifs. Oui. Voilà. Mais s'il y a mauvais diagnostic, ça peut être effectivement totalement contre-productif. Mais alors, ce qu'on comprend aussi en lisant votre histoire, c'est que vous avez aussi une responsabilité dans le non-diagnostic. C'est-à-dire que les malades bipolaires passent leur temps à dissimuler leur maladie, y compris aux psychiatres. C'est pas de la dissimulation consciente, enfin en tout cas me concernant, c'est que je au psychiatre. Vous êtes arrivé à embrouiller des psychiatres ou pas? J'ai pas embrouillé les psychiatres consciemment. Mais ils ont été embrouillés tout seuls, j'ai envie de dire. Ils ont pas compris ce que j'avais. Donc à la 3e crise maniaque, il a fallu quand même que je me fasse violer, etc., pour qu'on se dise, bah là il y a effectivement un petit truc, quoi. Oui. Donc voilà, 3e phase maniaque. Normalement, une phase maniaque, elle est reconnaissable très rapidement. Alors, justement, la phase maniaque, ça c'est extrêmement difficile à décrire. Manifestement, vous vous souvenez de tout. Alors ça, c'est intéressant parce que on pourrait imaginer que celui qui est en phase maniaque soit tellement hors de la réalité que quand il atterrit, il est tout oublié. Vous vous souvenez de tous les épisodes? Oui, moi je me souviens. Alors, j'ai des problèmes de chronologie dans les épisodes. C'est-à-dire que parfois je superpose plusieurs événements les uns avec les autres, mais les événements en eux-mêmes, je m'en souviens très bien. Ouais. Et vous vous rendez compte, a posteriori bien sûr, qu'ils étaient incongrus? Tout à fait. Il y a un décollage par rapport à la réalité. Par exemple, vous vous souvenez de tomber amoureux du brocanteur? Enfin, amoureuse. Oui, alors tomber amoureux. D'avoir dragouillé, quoi. Voilà, exactement, d'avoir effectivement un comportement un tout petit peu excessif et déplacé par rapport à la relation que j'avais habituellement avec ce brocanteur ou que j'aurais dû avoir, etc. Et la fleuriste, vous l'invitez chez vous? Oui, je l'invite chez moi. Elle est Ce pas que vous venue. n'auriez jamais fait. Elle n'est pas venue. Non. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre au fond de caractéristiques? Je me mets à la place des gens là qui nous écoutent et qui se disent tiens, effectivement, moi j'ai un fils, une fille, ils vont pas bien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de caractéristiques comme ça qui pourraient les guider dans ce qu'est une crise maniaque? Bah déjà des perturbations au niveau physiologique. Le sommeil, l'alimentation. Donc c'est soit refuser de s'alimenter ou au contraire l'excès d'alimentation, l'alcool. Surconsommation d'alcool. Surconsommation d'alcool, Vous en parlez peu de ça. De tabac, vous parlez beaucoup. Ouais, de tabac, de drogue éventuellement. Moi, j'ai jamais touché à une drogue, mais ça peut être aussi surconsommation de drogue. Donc le sommeil, on s'arrête là-dessus. Ça se traduit comment? C'est-à-dire, on ne dort plus du tout? Petit à petit, on dort plus du tout. On dort de moins en moins et on a de moins en moins envie. Il suffit, n'importe qui fait le test. Au bout d'un moment, quand on dort plus, on n'a plus envie de dormir. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Sauf que ça génère pas le même type de réaction chez toutes les personnes. Et chez une personne bipolaire type 1, comme je suis, ça va générer une espèce d'excitation, d'euphorie, une surchauffe, d'adrénaline, même de désinhibition, etc. Et donc voilà, jusqu'à complètement avoir des comportements. Ça peut être aller à 120 à l'heure sur une autoroute, ça peut être sauter du 3e étage, mais sans forcément avoir envie de se suicider, ou en ayant envie de se suicider. Ça peut, enfin voilà, des comportements théâtraux, erratiques et qui n'ont rien à voir avec une vie stable. Oui, surdépenser de l'argent, effectivement. Vous avez fait ça? Vous le racontez pas, vous rentrez pas beaucoup dans les détails. Non, je rentre pas vous beaucoup dans les détails parce que ça c'est... non, parce que effectivement, j'ai dépensé inutilement, mais je n'ai pas vraiment abusé sur le portefeuille. Parce que ça arrive à ça. Parce que ça peut vraiment arriver. C'est un grand classique des maladies, des crises maniaques. De dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Ouais, de dépenser beaucoup d'argent
d'argent, de flamber en fait, d'aller dans des restaurants chers, etc., des hôtels, des machins, des voyages. Bon, moi j'ai acheté des choses inutiles, mais bon, c'était de l'ordre du raisonnable. C'est pour ça que je me suis pas attardée plus. Le viol, vous avez donc été violée au cours de votre première crise. Non, la deuxième. Troisième. Ouais. Bon, autour de la troisième, finalement c'est difficile pour moi de les compter. Vous y arrivez, mais alors moi j'ai un peu de mal. Vous êtes violée à un moment. Est-ce que il y a une érotomanie dans la crise? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'offre plus facilement, quoi? Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai pas. Alors, je veux pas dire que c'est de ma faute, parce que ça, le viol, un viol, c'est un viol. Il y a une transgression de la part des agresseurs d'un interdit. Donc, c'est pas de ma faute. En revanche, je ne me suis pas protégée. Oui. C'est-à-dire que je savais que ce bar louche dans lequel je suis rentrée, il était louche, mais j'avais pas peur. C'est tout. J'avais pas peur. Je me suis dit, après tout, ils sont peut-être sympas les mecs et c'est tout. Mais je n'ai pas été au-devant de ce qu'on m'a fait. Mais voilà, je me suis pas protégée. Et ça, c'est une caractéristique aussi de la maladie bipolaire, c'est qu'on n'a pas on a beaucoup moins de protection. C'est comme si on avait un système immunitaire amoindri. On va marquer une nouvelle pause et parler de cette double fréquentation que vous avez eue avec la psychanalyse et la psychiatrie. À tout de suite. Europe 1, on de la raconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Marie Alvéry qui a été touchée dès son enfance par une maladie très invalidante, les troubles bipolaires qu'on appelait autrefois la maniaco-dépression. Et Marie, vous avez raconté cette histoire dans un livre qui est paru il y a quelques années chez Payot en 2013. J'ai choisi la vie. Et dans ce livre, vous racontez, je l'ai raconté tout à l'heure, la double pratique que vous avez eue de la psychiatrie et de la psychanalyse. Alors, évidemment, comment on voit que votre maladie s'accroche régulièrement sur des traumatismes, et notamment le traumatisme de ce bébé mort, on se dit qu'il y a à chercher du côté de la psychanalyse. Mais vous le racontez, jamais votre psychanalyste, en combien d'années de psychanalyste? 15 ans? 15 ans, oui. Ouais, en 15 ans, ne vous a parlé de troubles bipolaires. C'était déconnecté de votre maladie. Ils ne reconnaissent pas, les psychanalystes, les troubles bipolaires? Pas lui, en tout cas. En tout cas, pas lui. Pourtant, c'était quelqu'un de très sérieux. Je veux pas du tout dire qu'il a fait les choses à la légère, etc., qu'il pratiquait son métier à la légère. Mais je crois surtout que son tort, c'était d'avoir été dogmatique. Freudien dogmatique et de considérer que seule la thérapie de la parole était une vraie thérapie. Et d'avoir jeté à la poubelle ses études de médecine parce que il était psychiatre. Oui, il était psychiatre, tout à fait. Mais alors il y a des psychanalystes comme ça qui jettent à la poubelle leurs études de médecine. Ben je crois que ça fait partie de son dogmatisme, c'est-à-dire d'avoir voulu par excès de sérieux, par excès d'idéologie, par excès de fidélité à Freud, vouloir absolument, par exemple, quand il y a eu cette fameuse scène du viol, j'étais hors de chez moi toute la nuit et mon mari a appelé la police et il a appelé mon psychanalyste pour dire est-ce que vous avez vu ma femme, etc. récemment. Et ben il a refusé de lui répondre. Ouais. Sous prétexte que dans la psychanalyse freudienne, il n'y a pas de rapport avec l'entourage. Voilà, il n'y a aucun contact avec le contact extérieur. Donc il a cru bien faire, lui, le psychanalyste. C'était par souci de sérieux. Ceci dit, c'est quand même, mon mari lui en a voulu mortellement parce que c'était quand même assez irresponsable. C'est du dogmatisme. Ouais. Ça vous a été utile? Ces 15 ans de psychanalyse, dans le cadre de votre maladie? Oui, par ailleurs, ça m'a été très utile, oui. Alors, à côté de ça, il y a le psychiatre, qui lui vous dit, perdez pas votre temps avec la psychanalyse. Il vous a dit ça? Alors, il m'a pas dit, ne perdez pas votre temps, il m'a dit, je ne pense pas que ce soit bien pour vous. Ouais. Je sais pas, je sais pas pourquoi il a dit ça. Il avait tort. Il avait tort. Moi, j'ai passé 15 ans en psychanalyse. J'aurais dû en passer maximum 5. J'ai perdu 10 ans. Ça fait tout le débat sur la psychanalyse. Oui, on perd du temps. Oui, c'est un peu le débat. J'ai perdu du temps dans l'affaire. Ça m'a apporté beaucoup de choses, mais voilà, j'ai quand même beaucoup perdu mon temps. Et de l'argent. Et de l'argent, mais il a été très gentil parce que il m'augmentait pas d'année en année. En 15 ans, j'ai pas été. Il m'a pas augmenté. C'était le tarif. De prix. C'était 40 €, ce qui est tout à fait raisonnable.
incapable. On entend que vous êtes sorti avec une certitude, c'est que sans, alors ce qu'ils appellent le thymorégulateur, qui est donc le plus couramment le lithium, mais il y en a d'autres, sans ça, il n'y a pas de vie possible pour un bipolaire qui veut se stabiliser. Alors, il y en a d'autres, il n'y a pas que le lithium. Oui, le c'est lithium ça. est très efficace et très répandu et communément efficace. Maintenant, il y a des gens qui ne supportent pas, enfin, dont l'organisme ne supporte pas le lithium. Donc, il y a toute une palette de antiépileptiques, voilà, qui sont détournés en fait de leur fonction originale, qui ont des effets. Oui. Moi, je crois que je prends du Depakote et de la Abilify. Je crois que, enfin, l'un des deux, je sais plus lequel, est un antiépileptique en fait. Ouais. Donc, vous le dites aujourd'hui, il faut prendre un traitement quotidien toute sa vie. Ça, c'est bien clair dans votre tête. Mais il faut accepter de le prendre aussi. Il y a eu des hauts, des bas? Non, mais parce que ça, d'abord, c'est un certain nombre de contraintes. Prendre des médicaments au long terme, c'est contraignant. Après, ça suppose le lithium suppose des contrôles sanguins, parce que le surdosage de lithium provoque une intoxication des reins, du sang. Donc voilà, il faut l'accepter, enfin que l'organisme le tolère. Vous prenez pas de lithium? Si, moi j'en prends. Aussi du lithium. Oui. Plus de l'Abilify. Oui. Plus du Depakote. Oui. Donc trois molécules. Oui. Et il n'y a pas d'effet secondaire. Ah si, il y en a plein. Celui qui fait le plus la trouille, c'est le rein. C'est que le lithium abîme les reins. Le lithium abîme les reins. Moi je connais une personne de 80 ans, enfin qui est décédée maintenant, mais qui a pris du lithium pendant 20-30 ans et qui a dû avoir une greffe de rein au bout du compte. Elle a eu de la chance d'ailleurs d'avoir une greffe de rein, parce que sinon c'est la dialyse. Voilà, il y a des problèmes au foie. Moi je me suis fait surveiller le rein, le foie, la thyroïde. Alors votre livre se termine par un hommage à votre entourage proche, c'est-à-dire votre mari et vos enfants. Bon, on comprend bien que, alors votre mari est resté quand même, c'est-à-dire que c'est presque votre amour d'adolescence qui est encore là aujourd'hui. Il vous a accompagné pendant tout ça. Alors vous dites, je veux pas le sacraliser. On entend même presque, il a dû y trouver son compte, c'est-à-dire ça n'est pas par hasard. Non, je pense pas qu'il y ait trouvé son compte. Il a composé, c'est pas, franchement, je lui ai fait vivre des aventures pas possibles. Ça a été souvent terrible pour lui. Mais voilà, il a composé avec les réalités de la vie, qui étaient, j'ai une femme bipolaire. Je suis aussi la mère de ses enfants, ce qui comptait aussi dans le fait que il avait envie que la cellule familiale soit la plus stable possible. Maintenant, je veux pas le sacraliser parce que c'est pas votre caractère, vous le dites, c'est pas votre caractère. Oui, c'est pas mon caractère, et puis il a ses défauts aussi, quoi. Enfin. Merci beaucoup, en tout cas, Marie Alvéry, d'avoir partagé ce moment avec nous aujourd'hui. Je renvoie à votre livre. On trouve toujours les livres quand on veut les trouver par les temps modernes grâce à Internet. J'ai choisi La vie, qui est paru chez Payot en 2013. Avec Hélène Gabert. Avec Hélène Gabert.